réaliser cette introduction à cette journée tellement riche, tellement scientifique, science dure. Et il est toujours bon de rappeler que le droit est aussi une science, hein, certes une science humaine et sociale, mais qui apporte aussi sa contribution tout à fait notable à la question de la lutte contre le changement climatique et plus largement de la protection de l'environnement. Alors vous le voyez, cette introduction, j'ai voulu l'intituler « Que peut le droit pour la protection de l'environnement ?» Donc c'est évidemment à dessein que je n'ai pas limité mon propos à la question du changement climatique parce que je pense que c'est important aujourd'hui de retenir quand même la vision la plus globale des choses. C'est qu'évidemment l'urgence actuelle, c'est la lutte contre le changement climatique, très clairement. Toutefois, cet objectif ne doit pas nous conduire à oublier le reste des enjeux de protection de l'environnement, tels que la protection de la biodiversité, et les questions que l'on va traiter aujourd'hui s'y inscrivent évidemment largement, mais surtout de ne pas oublier que tout ça est largement interrelié et interconnecté. Donc on ne traite pas un problème au détriment d'un autre, sinon évidemment ça n'est que reculer pour mieux sauter, et ce qui n'est sans doute pas une conduite durable comme on peut aujourd'hui l'espérer. Alors, pourquoi est-ce qu'il est pertinent ici de parler de droit ? Il faut rappeler globalement qu'est-ce que le droit, quoi. Comment est-ce qu'on définit cette notion de droit ? Le droit, c'est un ensemble de normes qui vont réguler, réglementer, régir les pratiques sociales. Et je crois en fait ce qu'il est d'emblée important de souligner, c'est le lien qui existe, le lien très étroit, le lien consubstantiel si on veut, entre droit et pratique sociale. C'est-à-dire que le droit n'existe pas sans la société. Certes, la société n'existe pas, ou moins bien, sans le droit, mais en fait, le droit n'est que le produit des attentes de la société, n'est que le produit des revendications de la société à un moment donné. Le droit n'a rien d'objectif, de neutre, hein. Le droit n'est que subjectivité, et c'est pour ça que le droit est spécifique à chaque système, à chaque époque, même si évidemment aujourd'hui le contexte de l'européanisation, voire de la globalisation, entraîne une convergence des standards, et donc plus précisément en droit de l'environnement, c'est quelque chose que l'on constate largement, hein. Il a été mentionné en introduction la multiplication notamment des recours en matière de justice climatique, montre bien que nos sociétés partout dans le monde ont vocation à fonctionner de la même façon. Mais je le répète, le droit n'est qu'une coquille vide en fait, hein, à la base. Le contenu du droit doit être déterminé en fonction des aspirations sociales, des décisions politiques, des responsabilités politiques, et je reviendrai sur ce point qui me semble très important et trop souvent oublié. Alors, pourquoi est-ce qu'aussi j'ai voulu globaliser un peu mon approche, hein, en tout cas pas la limiter au changement climatique? C'est que, certes, on est à une époque où on constate, et à raison, qu'il y a une multiplication des atteintes à l'environnement, qu'il y a une insuffisance des réponses apportées à l'enjeu de la lutte contre le changement climatique. Mais j'aimerais souligner d'emblée qu'il n'y a jamais certainement eu autant de droits de l'environnement qu'aujourd'hui. Le droit de l'environnement, il existe, il est riche, il est développé à tous les niveaux. Donc c'est pas ici un déficit du droit qui semble expliquer la multiplication des atteintes à l'environnement. Alors évidemment, dans une certaine mesure, dans la perspective où on développe les règles juridiques, plus vous avez de règles juridiques, plus potentiellement vous allez créer des atteintes en fait à ces règles juridiques, parce que quand vous n'avez pas de règles, vous pouvez avoir des comportements délétères pour la protection de l'environnement, mais qui ne sont pas compris comme des atteintes aux droits de l'environnement. Donc là, ça a été le gros apport du droit de l'environnement à partir des années 70-80, de développer des règles de droit pour précisément dire qu'un certain nombre de comportements ne sont pas acceptables, doivent être sanctionnés, et qu'aussi les autorités publiques doivent fonctionner d'une certaine manière à prendre en compte ces enjeux-là. Donc, devrait-on pour autant en conclure à l'ineffectivité du droit ? Je crois que ou l'ineffectivité ou le désintérêt ou l'absence de pertinence du droit de l'environnement, je pense que la question n'est pas véritablement là, comme je vais vous l'expliquer ensuite. Hein. L'enjeu, c'est vraiment son application et de comprendre pourquoi est-ce que justement il est mal appliqué ou peu respecté. Mais c'est vrai que François Vincent a mentionné ce qu'on avait eu l'occasion de voir à l'occasion de la Nuit du droit, hein, qui s'est déroulée au Conseil régional il y a quelques semaines. Et c'est vrai que souvent, nous, ce qu'on entend, les lycéens élever leur voix pour dire il faut protéger ci, il faut protéger ça. Globalement, c'est protégé en fait. C'est juste que c'est pas respecté. Et finalement, l'enjeu, le crucial, est là aujourd'hui sur le respect des règles existantes.
Et donc précisément, un des aspects essentiels ici, c'est l'émergence du droit de l'environnement comme en tant que ce que l'on appelle une branche autonome du droit. Je suis sûre que vous connaissez le droit civil, le droit pénal, le droit du travail, et la véritable évolution et la grosse évolution, ça a été ça, de dire que le droit de l'environnement, c'est une branche autonome du droit, et qu'est-ce que ça implique? Eh bien que cette branche du droit a sa propre logique, et que les normes qui sont créées sont là pour protéger l'environnement. On verra qu'elles ne sont pas évidemment dans leur définition déconnectées d'autres intérêts. Toutefois, l'existence de ce droit de l'environnement signifie cela, que l'on a un droit au service de la protection de l'environnement. Et donc ça, c'est quelque chose qui a émergé à partir des années 70. Alors justement, pour parler un peu de ce droit de l'environnement et de son rôle potentiel pour faire face aux enjeux actuels, notamment de lutte contre le changement climatique, j'aimerais attirer votre attention sur cette idée, comme ce que je disais tout à l'heure, que le droit n'est finalement que le reflet de pratiques sociales, d'aspirations humaines à l'égard notamment ici de la nature, et que précisément au fil de l'histoire, la relation de l'homme à la nature a profondément évolué. Et c'est cette relation qui a finalement permis d'engendrer le droit de l'environnement. Vous voyez, si on remonte historiquement à des millénaires, l'homme était dans une situation de dépendance à la nature, et puis ensuite, au fur et à mesure où l'agriculture notamment s'est développée, eh bien, l'homme a acquis progressivement un pouvoir sur la nature, pouvoir qui va être de plus en plus grand, et pendant des siècles et des millénaires, mais au moins des siècles, on a été dans une logique de l'homme qui est au centre du système et qui peut disposer de la nature comme bon lui semble. Le climax, enfin en tout cas le début du climax, c'est sans doute la période de révolution industrielle jusqu'aux années 70, où là véritablement c'est une soumission totale de la nature à l'homme qui aboutit même à une surexploitation des ressources et à un culte de la productivité et du productivisme qui évidemment va impacter très lourdement, très fortement l'environnement. Mais si vous voulez, à partir des années 70, les choses vont commencer à changer avec une perception dans l'opinion publique, dans la société civile, qui évidemment joue un rôle très important pour faire bouger les lignes en droit de l'environnement, d'une prise de conscience de se dire finalement ce modèle hyper productiviste, sans limite, n'est peut-être pas une fin en soi, et c'est peut-être un modèle qu'il faut réévaluer au vu de nouvelles contraintes. Contraintes, je dirais, liées au choc pétrolier, d'abord, où on comprend que les ressources ne sont pas infinies, même si elles sont naturelles. Multiplication aussi des catastrophes, on pensera aux grandes marées noires des années 70, qui là a vraiment déclenché une prise de conscience au niveau mondial de la nécessité de réguler, de réglementer l'accès aux espaces marins, donc notamment pour les navires pétroliers. Et puis, on n'oubliera pas aussi la période de la guerre froide, en fait, qui a été très propice à la fois aux atteintes à l'environnement et à la prise de conscience de l'impact de ces atteintes, montée du nucléaire, exploitation de l'espace spatial aussi, course à la Lune, qui donc a fait prendre conscience à la société civile et partant aux États, dans une certaine mesure, de la nécessité d'édicter des règles en matière de protection, en tout cas des règles qui auraient pour visée de protéger l'environnement. Et donc tout commence au niveau international. Alors certes, c'est pas dire qu'il n'y avait rien pour ce qui concernait le droit de l'environnement avant au niveau national. C'est pas ça que je suis en train de dire. Les États-Unis notamment, le Royaume-Uni, la France dans une certaine mesure avaient déjà des règles. Mais là, la grande différence, c'est qu'on veut vraiment construire un droit de l'environnement. C'est pas qu'on fait des règles de droit pour protéger l'environnement, c'est qu'on veut bâtir un droit de l'environnement, donc avec une logique protectrice qui va prédominer. Disons que c'est ça véritablement le changement, c'est qu'au départ, si vous voulez, au début du XXe siècle, quand on élaborait des règles en droit international, on protégeait l'environnement, mais toujours dans une conception utilitariste. L'exemple que je donne à mes étudiants, ce sont des traités qui datent de 1900-1901 sur la réglementation de la chasse aux phoques du détroit du Bering. La réglementation de la chasse aux phoques, certes, a servi à protéger le phoque, puisqu'on a limité les possibilités de chasse, mais en fait, c'était pour préserver, in fine, la possibilité de chasser le phoque. Donc, ce qui n'est pas tout à fait un objectif immédiat et direct de protection de l'environnement. Mais c'était déjà par ce biais-là qu'on avait commencé
à envisager les choses. Le véritable tournant, c'est la déclaration de Stockholm, c'est la petite diapo qui est en haut, petite déclaration de Stockholm, donc, qui a été adoptée donc, à la suite du premier sommet de la Terre, organisé par les Nations Unies donc, en 1972, sommet de la Terre, donc, qui a inauguré cette pratique internationale de rencontres régulières, donc non seulement des chefs d'État, mais aussi, et c'est très important, et c'est vraiment une spécificité du droit de l'environnement, de la société civile. Société civile entendue au sens large, des associations, des journalistes, des politiques locaux également, et progressivement, on le voit au fur et à mesure des conférences, et vous mentionnez tout à l'heure évidemment la COP26 de Glasgow, qui s'inscrit, alors qui n'est pas directement une conférence sur l'environnement, mais en tout cas qui s'inscrit dans cette ligne des conférences internationales environnementales, où voilà, on a de plus en plus de participants de la société civile qui sont là. Et ça, en droit international, c'est très très innovant. Et ça reste quand même très original, puisque normalement, le droit international, ça se fait entre États. C'est les États qui discutent, c'est les États qui décident. Là, certes, les membres de la société civile sont invités à proposer des choses. Alors on peut toujours se dire qu'à la fin, ils ne sont pas écoutés et tout ça n'est qu'un artifice de démocratie. Toutefois, il n'en demeure pas moins que les États se retrouvent sous le contrôle, sous la vision en fait de ces membres de la société civile et les rendent quand même les oblige à plus de ce qu'on appellera en anglais le accountability, en tout cas, ou la redevabilité de ce qu'ils font, de ce à quoi ils s'engagent, et ensuite de ce qu'ils font en vertu de leurs engagements. Vous voyez aussi, je vous ai mis là en bas à droite, une petite photo de l'accord de Paris. Donc tout le monde est super content d'avoir signé l'accord de Paris parce que, en effet, ce qu'on a constaté, c'est que on a une multiplication des conférences et une espèce de multiplication des incapacités à arriver à un résultat au terme de ces conférences. Alors là, tout le monde était très content parce que personne n'était vraiment sûr avant la conférence de Paris, avant le sommet de Paris, qu'on allait réussir à avoir un accord. Quelques années après, on pourra mesurer l'intensité de ce bonheur. Est-il toujours d'actualité ou pas? Nous pourrions évidemment en discuter. Une autre particularité du droit de l'environnement, c'est qu'il se développe à plein de niveaux ensemble. Simultanément, et donc ce qui le rend parfois assez complexe. Alors déjà pour mes étudiants en droit de l'environnement, c'est pas toujours facile de comprendre ces interactions. Alors pour des non-juristes, j'imagine bien que c'est parfois un peu ardu de prime abord, puisqu'en effet, vous avez du droit de l'environnement au niveau étatique, donc des législations environnementales qui sont incarnées ici par le Code de l'environnement, qui date des années 2000. Donc vous voyez, c'est quand même assez récent d'avoir un véritable Code de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de droit de l'environnement avant, mais on a voulu tout rassembler dans un code, et ça aussi symboliquement, c'est important. Ce qui est très important en droit de l'environnement, c'est de comprendre ce que fait l'Union européenne sur ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, globalement, je dirais les 80-90% de notre droit national de l'environnement découle du droit de l'Union européenne. Donc il faut vraiment avoir conscience que beaucoup de choses, au niveau de l'élaboration des grandes règles, se passent au niveau de l'Union européenne. Ou au contraire, quand ça ne se passe pas, c'est qu'il y a souvent un blocage au niveau de l'Union européenne et que rien n'arrive. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de comprendre comment se passe la décision, la prise de décision au niveau européen, quel est le pouvoir du Parlement européen, quels sont les pouvoirs des États membres au niveau de l'Union européenne, et notamment des pouvoirs de blocage potentiels. Nous, on a des dossiers emblématiques, le glyphosate, les perturbateurs endocriniens, qui sont des dossiers qui sont difficiles, qui ont été perturbateurs endocriniens notamment, qui sont bloqués au niveau de l'Union européenne, et ça rend évidemment les choses trop compliquées. Alors on pourrait se dire, alors, dans ce cas-là, on n'a qu'à décider au niveau national. Oui, mais enfin bon, l'idée de base, c'est que les enjeux environnementaux ne connaissent pas de frontières, et que franchement, faire un truc au niveau français aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, surtout vu les enjeux en termes de globalisation. Enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est bien déjà de commencer, c'est pas ce que je suis en train évidemment de dire, mais ça doit s'inscrire dans une action convergente, au moins au niveau européen, alors au mieux au niveau international, mais bon, ça ne se réalise pas toujours. Donc c'est le niveau européen qui reste extrêmement pertinent. Et on le voit, il y a une prise de conscience au sein de la Commission européenne. Alors, prise de conscience, forcée sans doute, pour des raisons politiques et notamment qui tiennent à l'investiture de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais qui a été donc de développer cette EU Green Deal, donc ce pacte vert européen. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est de dire que désormais tous les fonds européens, et il y a beaucoup de fonds européens qui sont mobilisés, versés chaque année à tout un tas de types de projets et d'actions, notamment la politique agricole commune, tous les fonds européens devront être utilisés
au moins dans une mesure où cela ne portera pas atteinte à l'environnement et au mieux dans un sens positif pour la protection de l'environnement. Donc c'est le principe du do not harm, hein, donc de ne pas impacter négativement l'environnement. Donc c'est quand même un virage assez intéressant. Il faudra le concrétiser en actes, hein, mais c'est quand même voilà, un espace, enfin l'espace européen est vraiment l'espace aujourd'hui pertinent pour le développement de tout ce qui se passe en matière d'environnement et spécifiquement en matière de lutte contre le changement climatique. Sans l'Union européenne aujourd'hui, vous n'auriez pas les accords de Paris, vous n'auriez pas tout ce qui a été fait en la matière très clairement. Alors pour apprécier l'apport du droit de l'environnement, je vous propose de nous intéresser à trois questions ou trois points de manière un peu générale, hein, rassurez-vous, je ne vous ferai pas un cours de droit de l'environnement, mais mon idée c'est de vous mettre en lumière les points qui me semblent importants justement pour nourrir ce à quoi il a été fait allusion en introduction, le débat, l'esprit critique sur ces questions-là. Parce que voilà, je vous dis, c'est vraiment ce constat, on entend les citoyens dire « Ah oui, mais c'est horrible, il ne se passe rien en droit de l'environnement, ça ne sert à rien ». Oui, en fait, si, il y a tout, quoi. C'est juste qu'on l'actionne finalement mal ou insuffisamment. Et alors, en fait, ce que je voudrais d'abord, c'est attirer votre attention sur une différence qu'on fait en droit, qui peut paraître un peu technique, mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, en tout cas spécialement en matière d'environnement et pour évaluer l'apport du droit de l'environnement. C'est la différence entre efficacité d'une règle ou d'une norme de droit et effectivité d'une norme de droit. Ce qu'on connaît, nous, en droit, d'abord, sur ce sur quoi on se focalise, c'est l'effectivité. C'est-à-dire, une règle est adoptée, une loi par exemple, son effectivité, ou en tout cas on dit qu'elle est effective si elle est bien appliquée, si elle est correctement appliquée. On respecte les critères qui sont définis, on les applique à une situation donnée. Ça, c'est l'effectivité. Vous voyez, on voit le contenu de la règle et on l'applique en pratique. Bon, déjà, il y a des problèmes là-dessus au niveau de l'effectivité. Mais l'autre question qu'il faut se poser, moi je pense en tant que citoyen, c'est la question de l'efficacité de la règle de droit. Et là, c'est une question un petit peu subtilement un peu distincte, c'est-à-dire est-ce que la règle a permis d'atteindre l'objectif pour lequel elle a été définie. Donc c'est l'idée selon laquelle est-ce que la règle a permis d'atteindre l'objectif pour lequel elle a été définie. Donc je repars à mon exemple précédent, vous avez une règle qui dit voilà, il faut respecter tel et tel critère, et ça améliorera in fine la qualité de l'eau. D'accord. On peut respecter tel et tel critère et finalement ne pas parvenir à améliorer la qualité de l'eau. Parce que il y aura peut-être des obstacles juridiques, institutionnels, qui n'auront pas été mis en lumière. Peut-être aussi que les critères ont été mal définis. Donc vous voyez, c'est à la fois déjà le contenu de la règle qui est très important pour ensuite bien l'appliquer, mais aussi intégrer le fait qu'il va sans doute falloir adapter la règle justement au vu de sa mise en pratique et ne pas hésiter à se dire voilà, que ce n'est pas une erreur et que ce n'est pas une faute que de se dire on a appliqué une règle, elle n'a pas tout à fait donné les effets et ensuite on va l'adapter. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on est peu familier en fait en droit et spécialement en France, cette logique un peu de l'expérimentation ou en tout cas de se dire on commence une règle et puis on fait son mea culpa, quoi. Je veux dire, si ça n'a pas marché, on l'adapte. Non, nous on a plutôt tendance à ça marche pas, on va continuer alors dans ce cas-là. Hein. Surtout, vous comprenez, il faudrait relancer un processus législatif, c'est très long, c'est très compliqué. Et je crois qu'il y a un enjeu ici d'être un peu plus fin sur l'application de la règle et sur en tout cas les connaissances et les conséquences qu'on peut tirer de cette application de la règle. Alors, très rapidement, je voulais d'abord vous indiquer que le droit de l'environnement, il est fondé sur des principes, ce qu'on appelle les principes du droit de l'environnement. Donc il y en a un certain nombre, hein, ils peuvent se développer aussi. Mais l'intérêt de ces principes, en fait, c'est de dire que toute autorité publique qui agit en matière environnementale est soumise à ces principes. Ça, on ne peut pas y déroger. Alors on peut évidemment les interpréter, on peut évidemment les manier d'une certaine façon qui vise à réduire un peu leur champ ou leur impact, mais ces principes-là s'appliquent. Ils découlent du droit européen, du droit national, ils s'imposent. Donc ça, c'est tout le temps pour tout processus décisionnel. Évidemment, ça donnera des résultats différents selon les thématiques, mais ça s'appliquera. Alors vous avez par exemple le principe pollueur-payeur qui joue un rôle important notamment en matière de droit de l'eau, précisément, en matière de droit des déchets, donc principe selon lequel toute personne qui est à l'origine d'une pollution doit payer. Alors ce principe, il joue un rôle aussi intéressant en matière de lutte contre le changement climatique ou pas justement, ou pas assez. Enfin, interrogez-vous sur qui doit payer pour la pollution climatique.
c'est nous, quoi, en fait. Enfin, c'est évidemment, on peut stigmatiser Total, et à raison, on peut stigmatiser les grandes multinationales, mais ne nous oublions pas ici. Enfin, je veux dire, nous sommes aussi responsables de cette pollution. Principe de prévention ensuite, ça c'est un principe très important puisqu'il s'agit de prévenir toutes les atteintes dont la réalisation est connue, donc toutes les atteintes à l'environnement. Ça c'est le principe de prévention. Avant, par exemple, de développer un projet dans une zone protégée, qui protège des espèces, vous devez réaliser ce qu'on appelle une étude d'impact. Et puis, ça, c'est vraiment un truc hyper important pour le processus décisionnel, pour la démocratie environnementale. Vous devez envisager les impacts potentiels de ce projet sur la salamandre, sur le crapaud, je sais pas quoi, enfin bon, bref, tout un tas d'espèces qui sont très importantes, et on oblige les décideurs, on oblige les porteurs de projets à l'envisager. Vous avez enfin le principe de précaution, qui est aussi très connu. Et la différence entre prévention et précaution, c'est que le principe de précaution, lui, est applicable quand la réalisation du risque n'est pas certaine. Principe de prévention, c'est quand vous savez que le risque va se réaliser, vous prenez des mesures en fonction. Principe de précaution, c'est quand la réalisation du risque n'est pas certaine. Et alors là, vous comprenez bien ici tout l'intérêt des interactions avec la science pour mettre en œuvre, la science dure, j'entends, pour mettre en œuvre ce principe de précaution. Ce principe de précaution, il va se réaliser, il va être correctement mis en œuvre, grâce à des connaissances scientifiques et à l'état des connaissances scientifiques. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est la question de la gestion de la controverse scientifique qui est extrêmement compliquée par le droit. Et donc, souvent, ce principe de précaution est décrié comme un principe qui empêcherait l'innovation. C'est au contraire un principe qui doit stimuler l'innovation, mais en effet, l'innovation dans un certain sens, qui est celui de la protection de l'environnement, mais il est souvent tout à fait stigmatisé. Vous savez, quand on parle pour des ayatollahs de l'écologisme, qu'on est évidemment pour la décroissance, etc., etc. Non, je veux dire, ce principe, il existe depuis 50 ans, il n'a rien empêché du tout, le progrès, ou pas assez d'ailleurs, et donc c'est justement finalement une mauvaise gestion du principe de précaution. C'est juste que les pouvoirs publics vous disent « Ah, principe de précaution, je ne peux rien faire ». Alors c'est pas tout à fait ça, la définition, c'est justement de plus chercher pour prendre les mesures les plus adéquates. Je mentionnerai également le principe de non-régression. Alors ça, c'est un principe très intéressant puisqu'il existe depuis 2016, il est intégré dans la loi, et donc c'est d'autant plus intéressant que ce principe de non-régression, s'il existe, ça a été consacré en droit international et au niveau du droit national. C'est grâce à l'équipe des chercheurs de l'Université de Limoges, grâce à l'équipe du CRIDO, donc sous la houlette de Michel Prieur, qui a lancé des réflexions sur ce principe de non-régression à compter de 2007. Et ensuite, on a été consulté pendant le processus législatif. J'ai fait une note pour des députés sur le principe de non-régression. On a œuvré dans des conférences internationales pour parler de ce principe-là. Et enfin, ce principe a été intégré. Donc c'est aussi le rôle de la recherche qui est en phase avec les besoins actuels. Alors, que signifie ce principe de non-régression? Donc là aussi, il a été vu comme un truc horrible qui allait tout bloquer, puisque on a dit que c'était le principe de non-régression du droit de l'environnement. Et en fait, c'est le principe de non-régression de la protection de l'environnement, du niveau de protection de l'environnement. Donc il ne s'agit pas d'un principe qui va paralyser le droit de l'environnement et dire qu'une fois qu'une règle est appliquée, on ne pourra plus jamais la modifier. Non, non, pas du tout. C'est de dire que lorsqu'on a atteint un certain niveau de protection de l'environnement, on ne pourra pas adopter de règles qui viseront ou qui auront pour conséquence de faire baisser ce niveau de protection de l'environnement. J'ai envie de dire, en 2021, c'est quand même la moindre des choses qu'on peut faire aujourd'hui pour être un peu en cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et enfin, le principe de justice environnementale, donc j'y reviens rapidement. Alors, ce n'est pas un principe en tant que tel du droit de l'environnement, c'est encore un principe émergent aujourd'hui d'un point de vue juridique. On voit qu'il a déjà des applications concrètes et pratiques. Un principe émergent et en effet qui imprime cette idée d'équité à la fois dans la répartition des charges qui sont liées aux impératifs notamment de lutte contre le changement climatique et également donc à la répartition des richesses qui découleraient de l'exploitation de l'environnement. Donc l'équité est ici le maître mot et donc l'équité ça vient un peu bouleverser ou porter atteinte au principe d'égalité. Et ça en France on est un peu hostile à cette vision-là et ce qui explique pourquoi ce principe juridiquement a du mal à se développer en France. Comment dire, en France, on ne connaît pas le concept de minorité, par exemple, parce qu'on considère que c'est une atteinte au principe d'égalité, au sacro-saint principe d'égalité et d'indivisibilité du peuple de la République. Et donc c'est pour ça que le principe de justice environnementale, il est plus d'une origine anglo-saxonne, qui est plus évidemment de prendre en compte les situations différentes pour les traiter différemment. Toutefois, il a déjà eu des traductions en droit international. Vous avez un principe qui s'appelle le principe de responsabilité commune mais différente,
différencier. Ça, c'est un principe intéressant pour permettre à la fois aux États du Nord, avec tous les guillemets, enfin, vous voyez, des États industrialisés ou plus industrialisés, et aux pays en voie de développement de s'intégrer, c'est de dire que les pays industrialisés ont une plus lourde responsabilité dans le changement climatique, dans le dérèglement climatique, et de ce fait-là, ils doivent supporter des charges beaucoup plus importantes. Toutefois, les pays en voie de développement ne sont pas pour autant exclus, mais leurs charges à cet égard doivent être un peu allégées et ne pas empêcher justement leur développement. Un mot maintenant sur la fabrique du droit de l'environnement. Et justement, en fait, j'ai mis trois pôles, trois points qui me semblent très importants pour comprendre comment ce droit est créé. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit qui répond à des aspirations sociales. Très bien. Mais en fait, trois caractéristiques le distinguent du droit classique, je dirais. C'est tout d'abord son rapport à la science, quoi. Je l'ai déjà dit, c'est un droit qui, pour exister déjà, pour être efficace, juste, légitime, doit inévitablement se fonder sur la science. Okay, il a besoin des connaissances scientifiques pour décider, mais tout bêtement, si une telle espèce doit être protégée, il faut évidemment avoir des comptages sur l'espèce, connaître l'évolution de cette espèce dans tel milieu, comment elle s'adapte, etc. Évidemment, en matière de lutte contre le changement climatique, c'est extrêmement important. On sait à cet égard que les rapports du GIEC jouent un rôle tout à fait fondamental ici. Un autre aspect qui est parfois peu envisagé, mais qui est consubstantiel aussi au droit de l'environnement, c'est le rapport au temps. Je vous ai cité, j'ai mis une citation de Maurice Kamto, qui est un juriste camerounais, même un opposant camerounais, qui est aujourd'hui en prison d'ailleurs, qui indique que ce droit de l'environnement devine demain à partir du vécu d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est un peu un droit de la devinette, quoi, quelque part. Et donc ça, autant vous dire que le droit, il n'est pas très très confortable par rapport à cette gestion-là. Le droit, souvent, il acte ce qui existe déjà. Et alors là, on invite le droit à anticiper les effets de telle ou telle activité dans le futur. Alors, ce qui est d'autant plus compliqué que souvent, les effets, si vous voulez, ne sont pas linéaires, quoi, ne résultent pas d'une seule source, mais vont plutôt devenir ou se démultiplier, en raison de l'interaction entre différents facteurs. Donc, vous pouvez aujourd'hui faire évidemment des prévisions sur le dérèglement climatique et les effets du dérèglement climatique. Voilà, si vous avez une pandémie, si vous avez une crise industrielle majeure ou une explosion industrielle majeure dans un état donné, ou je ne sais quoi, une explosion nucléaire, évidemment, ça va vous dérégler toutes les projections que vous avez faites. Donc c'est un droit en fait qui doit accepter cette incertitude. Et je crois que ça c'est évidemment très important aujourd'hui, c'est de comprendre que c'est un droit qui gère l'incertitude. Et c'est vrai que nos sociétés ne sont pas familières de cette incertitude, n'acceptent pas cette incertitude et veulent plutôt des règles posées une fois pour toutes et qu'elles ne changent pas. Donc c'est aussi cette idée que le droit de l'environnement doit s'adapter et au vu des considérations scientifiques. Et donc le dernier point que j'aimerais souligner sur cette fabrique du droit de l'environnement, c'est l'importance démocratique, l'importance de la démocratie ou de la valeur de la démocratie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas ressortir véritablement jusqu'à ces dernières années, mais c'est quelque chose qui me semble très important ici. Alors on l'a vu pendant le Covid, il y a eu des discussions sur les rapports entre science et pouvoir politique. Et notamment, ce qui nous est apparu, c'est que ce qu'on a pu reprocher au pouvoir en place, peut-être, c'est de dire qu'en gros, le pouvoir politique ne faisait qu'acter des décisions scientifiques. Et je ne sais plus quelles étaient les dates, mais en gros, le premier confinement, c'est la science qui parle, et quand on décide de déconfiner, c'est le politique qui parle, quoi. Vous voyez, globalement, c'est ça la différence, quoi. En gros, c'est que vous vous fiez à la science et vous adoptez seulement une décision en fonction de la science. Alors, c'est évidemment ce qui constitue une décision raisonnable et raisonnée. Toutefois, moi, j'attire votre attention sur l'importance de bien considérer que la connaissance scientifique, vous comprenez bien mon propos, je ne suis pas évidemment contre cette connaissance scientifique, ne doit pas dédouaner les responsables des exigences démocratiques et notamment de responsabilités politiques. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix à un moment donné. Alors il est important justement des choix éclairés et raisonnés au vu des connaissances scientifiques, mais vous voyez typiquement, ce qui a beaucoup prévalu dans la gestion notamment de la lutte contre le changement climatique, c'était de dire, allez, faisons l'évaluation du coût carbone d'une activité. Et après de dire, c'est bien ou c'est mal, quoi. C'est horrible, ça coûte du carbone, c'est très bien, ça ne coûte pas de carbone. Très bien. Ça a été le positionnement un peu basique qu'on a eu pendant un temps.
Et je crois qu'aujourd'hui, on est à un second temps. On est à se dire que oui, il faut évidemment prendre en compte le coût carbone des activités, il faut évidemment prendre en compte l'impact environnemental des activités, mais il faut l'insérer dans un processus décisionnel politique. Et alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ici mettre en balance automatiquement l'environnement avec le reste, mais c'est un peu ce qu'on doit faire. Mais en se disant bien que l'environnement, c'est quand même un peu plus important que le reste, en fait. C'est un peu l'idée ici. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne peut pas juste se dire « la science a dit ça, donc on décide ça ». Parce qu'en fait, ça ne marche pas démocratiquement. Vous parliez tout à l'heure aussi de l'importance de considérer, je crois que c'était vous, madame, qui parlait de l'importance de faire attention, évidemment, à l'impact de certaines mesures sur des populations, comme on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes. Et vous voyez, je vais vous donner cet exemple-là, qui, selon moi, est très parlant d'un échec de démocratie, en fait, à cet égard-là. On a décidé d'augmenter le prix du gasoil pour répondre à l'enjeu de lutte contre le réchauffement climatique. Très bien, le truc est basique de dire bon, on augmente le gasoil, on va donc consommer moins d'essence et ça aura in fine des répercussions intéressantes sur le changement climatique ou les efforts de la France en matière de lutte contre le changement climatique. Ok. En fait, quand vous, justement, vous avez des connaissances scientifiques sur le sujet, et il y a plein de moyens d'en avoir aujourd'hui, en fait, vous vous apercevez que la population qui va être le plus impactée par ce type d'augmentation est la population qui impacte le moins le changement climatique, du fait de son pouvoir d'achat extrêmement limité. Qu'en fait, globalement, alors je ne voudrais pas me tromper sur les chiffres et dire des bêtises, mais en fait, globalement, aujourd'hui, 60% des émissions de gaz à effet de serre résultent en gros de 20%, enfin, des 20% les plus riches en France, donc en gros de ceux qui sont au-dessus, qui gagnent plus de 3-4 000 euros, donc ça va quand même c'est assez vite, c'est une part de population quand même significative. Pourquoi ? Parce que c'est cette population qui a le pouvoir d'achat, très globalement, qui va pouvoir changer de smartphone, qui va pouvoir changer d'ordinateur, qui va pouvoir prendre l'avion. Alors oui, qui va se dédouaner en disant oui, j'achète local et je fais du vélo électrique. Ah oui, c'est parfait, mais enfin, si vous prenez l'avion 3 fois pour aller en Thaïlande, là, c'est complètement cuit, quoi, votre bilan carbone. Enfin, voilà, il faut être conscient de ça. Et donc, je caricature évidemment un peu, mais à peine, en fait. Et je crois qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience. Et donc, précisément, avec cette mesure pour l'augmentation du prix du gazole, moi, je suis pour, si ça limite l'impact, très bien, mais ce n'est pas été de se dire que finalement, on allait toucher des personnes qui, elles, ont un faible impact, ont une faible responsabilité. Alors certes, c'est pas qu'il ne faut pas inclure ces personnes-là dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais les mesures de justice, elles se font par justement un ajustement, en fait, de ces mesures-là et une meilleure connaissance de la science à cet égard-là pour qu'elle soit plus juste. Mais on comprend bien que personne ne va aller dire oui, il faut taxer les plus riches, mais c'est bien ça l'enjeu quand même aujourd'hui en fait, pour lutter contre le changement climatique. Pas dire que les autres ne font rien, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais des mesures plus ciblées me sembleraient plus légitimes et surtout discutables démocratiquement, débattables démocratiquement. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas débattre du changement climatique ou du dérèglement climatique, il est acté scientifiquement, on ne débat pas de vérité scientifique établie selon des protocoles scientifiques, ça c'est la vérité scientifique et elle existe. Toutefois, on peut débattre des mesures qui peuvent être prises pour lutter contre ce réchauffement climatique. Et vous comprendrez bien dans mon propos que je ne suis pas en train d'ici d'aller dire du coup, si on arrive à des mesures moins intéressantes pour le changement climatique, tant pis, c'est la démocratie. Non, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que passer par le débat démocratique va permettre de légitimer des mesures qui, justement, vont être plus efficaces, plus impactantes, peut-être un peu limitatives en termes de liberté individuelle, en termes de source de nouvelles contraintes individuelles. Mais parce que vous aurez ce débat démocratique alimenté par la science, là, ça les rendra finalement plus légitimes. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, quoi. C'est qu'on a trop dit, voilà, changement climatique, donc il faut faire ça. Non, on a le droit de discuter, mais de discuter avec un objectif en ligne de mire. Et c'est ça qui me semble tout à fait intéressant. Et pour terminer très rapidement, parce que je pense que j'ai largement dépassé mon temps, tout à fait, la question de l'effectivité du droit de l'environnement, c'est qu'on s'emballe sur ces questions, forcément, on est passionné. Donc la question de l'effectivité du droit de l'environnement, donc ici ce petit hérisson là sur ces codes avec ce maillet, c'est le petit hérisson de France Nature Environnement, qui est vraiment l'association qui fédère en fait, donc notamment Limousin Nature Environnement et d'autres associations, et donc à ce titre-là, toutes ces associations jouent un rôle très important pour assurer l'effectivité de l'environnement, c'est-à-dire qu'elles vont devant le juge et pour sanctionner les autorités publiques, sanctionner les personnes privées lorsqu'elles n'appliquent pas correctement le droit de l'environnement. Et je peux vous dire que cette activité contentieuse est une large part de leur activité et que ça les occupe tout à fait largement. Alors on a un juge en France, en Europe, dans les pays européens évidemment aussi, qui est là donc pour assurer le respect du droit qui existe.
Le problème qu'on a en fait en matière environnementale, c'est que aujourd'hui, c'est finalement quasiment plus facile, alors ça va peut-être les faire bondir, et je m'en excuse d'avance, en tout cas ça fait bondir mon collègue Antoine Gatté, qui est responsable, qui est membre de FNE, que c'est quasiment plus facile aujourd'hui d'accéder à la justice, d'accéder au juge quand vous êtes une association de protection de l'environnement, que quand vous êtes un individu. En fait, aujourd'hui, l'accès au juge n'est pas fait pour que vous, parce que vous êtes un citoyen et que vous êtes intéressé par la protection de l'environnement, vous puissiez aller attaquer un acte juridique, un règlement, un acte administratif par exemple, qui porterait atteinte à la protection de l'environnement. Ce n'est pas possible parce que vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle l'intérêt à agir, et ça c'est très problématique. Et c'est un aspect sur lequel on fait de la recherche aujourd'hui pour mettre en avant cet aspect-là, non pas en disant qu'il faut réduire l'accès à la justice des ONG, ce n'est pas évidemment du tout le cas, mais plutôt en élargissant l'accès des autres. Et enfin, donc pour terminer, la question des contentieux climatiques qui a été abordée. Donc ces fameuses actions qui visent à obtenir l'engagement de la responsabilité de l'État devant le juge, donc pour inaction climatique. Et donc vous l'avez dit, c'est largement développé dans le monde. Je ne sais plus, vous disiez 1000 et quelques, je crois qu'on est bien au-delà. Voilà, en tout cas, celles qui sont terminées, celles qui sont en cours, celles qui vont apparaître. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez des actions qui sont à la fois faites contre l'État, des actions qui sont faites contre des villes, des actions qui sont faites contre des entreprises privées, Total notamment, BP et autres. Vous avez aussi des actions, et ça c'est très intéressant, portées par des villes contre l'État, quoi. Donc vous voyez, ça montre qu'il y a tout un tas de composantes de la société civile et des acteurs publics finalement qui s'emparent de cette question-là. Alors l'idée c'est quoi ? C'est qu'avec les accords de Paris, les États se sont engagés à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs des accords de Paris, qu'on constate que ces accords sont entrés en vigueur en 2016 et qu'on est toujours en train d'attendre les résultats, donc on va aller devant le juge pour forcer l'État à prendre ses responsabilités. Et alors nous, en droit, c'est ce qu'on appelle du contentieux stratégique, en fait, ce type d'action. Et donc là aussi, on a sorti un ouvrage très récemment sur ces questions-là, donc sur ces contentieux stratégiques. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est que vous allez devant le juge pour porter une cause. En fait, c'est le juge qui devient une nouvelle arène politique, une nouvelle forme d'arène politique, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit à l'analyse de ces contentieux, c'est que l'objectif n'est pas tant de gagner ici, alors que quand une ONG va devant le juge, c'est pour gagner, quoi, pour avoir gain de cause. Là, l'objectif n'est pas de gagner, mais c'est de faire parler de son action et de porter en fait sur la scène politique. C'est de dire, en gros, on a fait du plaidoyer, du lobbying auprès de l'État, il n'y a rien qui s'est passé. C'est le juge un peu comme arme ultime de revendication sociale. Donc j'insiste sur le fait que finalement ici l'objectif n'est pas tant la fin que le moyen, quoi, quelque part, puisque ici certes dans l'affaire donc du tribunal administratif de Paris 3 février 2021, notre affaire à tous, donc l'affaire climatique qui a été faite en France, on a abouti à l'engagement à considérer que l'État a été responsable. Indemnisation du préjudice 1 €, préjudice donc super symbolique, parce qu'en fait on voit toutes les limites, quoi, de ce type d'action. Que oui, l'État va s'engager, il va faire de la législation, mais est-ce qu'à la fin des fins, on est sûr que ça va marcher ? Voilà. Alors là aussi, ne vous méprenez pas, c'est toujours mieux que rien et c'est toujours une action supplémentaire qui existe. Ça montre que la société civile s'empare de ces questions-là. Ça montre aussi que dans une certaine mesure, l'État peut être réceptif à ce type de revendications. Mais très clairement, ça ne sera pas la panacée. Ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à faire respecter finalement les accords ou les engagements pris au titre des accords de Paris. Et là aussi, c'est là-dessus aussi je vous mettais en garde en introduction. C'est très bien. N'oublions pas tous les autres enjeux, l'eau, la biodiversité, qui sont un peu masqués en fait par ce type d'action-là. Donc c'est bien qu'elles existent, mais ça ne fait pas tout et ça ne fera pas tout. Et il faut aussi multiplier les formes de mobilisation politique ici. Voilà. Donc pour terminer et donc pour conclure, j'insisterai sur l'importance des connaissances, mais des connaissances donc offertes aux citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen n'a jamais été autant en mesure d'accéder à des connaissances. Mais en fait, ce qui lui manque, je pense, et c'est notre mission à l'université, en tout cas moi je le crois, et j'y crois, notre mission, en fait, c'est de décoder les enjeux, quoi, de mettre en avant les enjeux, de mettre en gros les phares, quoi, de pointer les phares sur les points qui nous semblent essentiels ou les points de vigilance qui nous semblent essentiels. Et ensuite, le citoyen sera tout à fait capable, lui, d'accéder à ces éléments de connaissance
connaissance. Mais nous, notre mission, c'est un peu d'ordonner les choses, quoi, pour aider en fait au discours critique. Et on ne fait pas de propagande à cet égard, quoi. Je veux dire, on pose les choses sur la table. Avec notre niveau de connaissance, on peut poser des enjeux d'une manière particulière parce qu'on est en effet dedans toute la journée. Mais après, c'est aux citoyens de faire ses choix. Il ne faudra pas oublier évidemment d'être créatif en termes de normes, créatif en termes de mobilisation, et toujours et ne jamais oublier l'enjeu de la légitimité, parce que moi je crois que ce qui serait dramatique, c'est qu'on dérive vers une dictature climatique, parce qu'il y a des pensées dans ce sens-là, et comment dire, je suis assez d'accord avec eux que ça serait sans doute le meilleur moyen d'arriver à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris, mais vous comprendrez bien que ce n'est pas la voie que je souhaite envisager. Donc construisons ça avant que des mouvements plus extrêmes se mettent en place et desservent finalement cette question-là et nous faire perdre nos valeurs essentielles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire quand on parle du respect du droit, c'est en effet, voilà, c'est la question de l'effectivité. Donc là, on a dit tout à l'heure, c'est par exemple aller devant un juge. Mais voilà, aujourd'hui, le moyen le plus efficace en France, c'est s'organiser en association, en fait. C'est rallier les associations de protection de l'environnement pour justement les aider à porter ce type d'action-là. Nous, on forme des étudiants dans le master droit de l'environnement et de l'urbanisme qui sont tout à fait opérationnels ensuite, enfin qui y vont d'ailleurs dans ces associations pour justement nourrir le contentieux, quoi, en fait. Mais le problème des associations, c'est qu'elles sont limitées en termes de ressources tant humaines que financières, et elles doivent sélectionner. Donc je crois, si c'est aller devant le juge, et c'est un peu l'objet de notre projet de recherche actuel sur le juge qu'elle voit au service de la protection de l'environnement, que je dirige au sein du CRIDO, de se dire qu'il faut faire bouger en fait les conditions d'accès au juge, et de ne pas dire que tout va bien en fait, parce qu'en fait non, tout ne va pas bien, et qu'on fait reposer trop de choses en fait sur les associations de protection de l'environnement, et qu'on est à une époque où les citoyens peuvent aussi s'emparer directement de ces questions-là. Donc faire bouger un peu les choses. Après, quand on parle de démocratie, finalement, la démocratie, ok, c'est un peu sur le contrôle de la règle de droit qui existe, mais c'est plus sur la production de la nouvelle règle, quoi, quelque part, quoi, en tout cas, ou c'est sur la conciliation des règles, les choix qui sont faits à cet égard-là. Alors les mobilisations ne servent à rien, j'ai envie de dire, si elles n'avaient pas eu lieu, ça serait sans doute pire, en fait. Alors on peut toujours se consoler comme ça, c'est une piètre consolation, mais on le voit, par exemple, nous, là aussi, je parle évidemment de ce que je connais le mieux, mais au niveau de l'université, par exemple, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous avez plein d'appels à projets pour financer des recherches, justement, sur la question environnementale, sur la question des transitions climatiques, des transitions sociales. Et donc, quand vous mettez de l'argent, en fait, sur un sujet, c'est qu'à un moment donné, vous allez produire de la connaissance. Donc, il y a toujours un décalage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même devenu une préoccupation majeure. Le Green Deal en est un exemple. Enfin, ça nous paraît évident et ça nous paraît aller de soi. Mais avant 2019, ça fait quand même longtemps qu'on parlait de droit de l'environnement et on n'avait pas eu ce positionnement politique extrêmement clair. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de frustration parce que on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a beaucoup plus d'échecs aussi. Mais je ne serai pas vaine. Moi, j'appelle à la vigilance. Voilà, et bon, moi, ce qui me semble tout à fait aberrant, c'est la campagne électorale qui s'ouvre, que le problème n'est pas l'urgence climatique. Bon, très bien, parfait, dans ce cas-là. Écoutez, si le problème c'est l'immigration, écoutez, on va se concentrer nos énergies sur l'immigration. On sait tous que ça n'est pas le problème, mais très bien. Enfin, je pense qu'on a un devoir, en fait, de demander des comptes, quoi, en fait, aux personnes. Enfin, moi, je suis pas pour bouleverser le système représentatif tel qu'il existe. J'y crois assez. Il faut peut-être plus de communication, de fluidité. D'ancrage sur le terrain si on veut, mais c'est même pas véritablement ça l'enjeu, quoi. L'enjeu, c'est la discussion, quoi. C'est le débat, c'est construire la connaissance, quoi. Et c'est lutter aussi contre les fake news, quoi. Les fake news, ça va être vraiment le pire truc en matière de défense de l'enjeu climatique et de l'environnement d'une manière générale, c'est justement de créer le doute, quoi. Et c'est quand vous commencez à créer le doute par la multiplication des fake news, notamment de dire oui, non, c'est peut-être pas finalement l'homme qui est à l'origine de ça. Non, on sait que c'est pas l'homme, quoi. On sait que c'est un phénomène naturel, mais en effet qu'il est accentué par l'homme. En tout cas, qu'il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort du fait de l'homme. Ça, on le sait. Et en fait, on a toujours des espèces de trucs qui arrivent sur Internet et via les réseaux sociaux et autres, et qui font naître un doute. Et le doute, en fait, ça remet en cause l'adhésion, quoi, globale. Et je pense que c'est ça le souci, quoi. Si un jour on dit, oui, on veut, nous, changer de société, on veut une société qui aille beaucoup plus dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, de la protection de l'environnement. On entend évidemment les problèmes économiques, d'accord, mais soyons créatifs, quoi. Inventons la société de demain. Et je pense que ce qui manque, et c'est le rôle de l'université aussi, et de la société en
en alliance justement, en liaison avec la société civile, de proposer des solutions. Parce que je pense en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on a cette impression qu'on est au bord d'une falaise, quoi. C'est genre du tout ou rien, quoi. En fait, c'est l'urgence, c'est horrible, ce changement climatique qui arrive. Bon, il faut limiter sa consommation carbone, d'accord, ok. Si vous prenez un changement de modèle, vous êtes des décroissants et donc c'est horrible parce que vous n'avez conscience de rien et pas des intérêts des personnes qui vont perdre leur emploi, etc. Mais ça n'avance pas en fait par ce genre de réflexion-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée tous, qu'on participe tous aux réflexions sur un nouveau modèle de société qui doit être sobre. Mais justement, pour qu'elle soit acceptée et légitime, il faut montrer que cette société sobre peut nous apporter le bonheur et le bien-être, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, quoi, parce que justement, il y aura peut-être moins de déplacés environnementaux, il y aura peut-être moins de population qui souffrira de la famine, et que globalement, ça sera bon. Par contre, ça implique de créer le collectif. Et je crois que c'est ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer le collectif, quoi, par rapport aux revendications individuelles. Parce que sinon, ça va être toujours de dire, oui, on n'est jamais contre en soi. Ah oui, mais comprenez-moi, c'est pas facile, je peux pas le faire. Et en effet, à notre échelle, on peut pas le faire, à notre échelle individuelle.